Bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que la matière, c'est bien sûr de la masse, de nombre d'objets. On a ce modèle qu'on appelle les atomes et les molécules. Ça, c'est la vision telle qu'on l'a établie au début, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Ce qu'on a toujours tendance à oublier, c'est qu'il y a toujours à côté de la matière du vide. C'est-à-dire de l'endroit où il n'y a pas de matière. Donc, par exemple, je vais reprendre ce modèle qui représente un cristal de glace. Si je vous le présente comme ceci, vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a un empilement de boules, de sphères qui sont en rouge l'oxygène, en blanc l'hydrogène. Mais regardez ce qui se passe si je tourne de 90 degrés. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, maintenant, je vois apparaître des canaux. C'est-à-dire que dans cette direction, j'ai du vide. Alors que dans cette direction, j'en ai beaucoup moins. Là, il y a une molécule d'eau qui vient obstruer le vide qui est là, il y a une molécule d'eau qui est devant. Donc là, on apprend qu'il y a toujours du vide dans la matière. Si je vais faire un cristal de sel de cuisine, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que là, l'empilement est toujours ordonné, toujours régulier, mais vous voyez que maintenant, il y a bien sûr du vide, on le voit ici, je vais le mettre dans ça, mais je ne peux plus passer ma baguette, alors que je pouvais avant. Dans la glace, c'est très facile de passer la baguette. Donc on dit que la glace a beaucoup de vide, c'est pour ça qu'elle flotte sur l'eau, et que le sel n'a pas beaucoup de vide. En fait, si on fait des calculs, on va s'apercevoir que pour un empilement cristallin de sphères, comme le chlorure de sodium, ici le sel de cuisine, même si vous empilez au mieux les boules, eh bien, vous allez avoir 74% de matière et 26% de vide. Le 74, pour ceux qui sont mathématiciens, c'est pi sur 3 racines de 2. Alors, évidemment, dans la glace, c'est encore pire, parce que là, on a à peu près autant de vide que de plein. Dans l'eau liquide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a du vide, bien sûr. Si je mets mes molécules d'eau comme ça, je vois que j'ai du vide. Mais qu'est-ce qui se passe, vu qu'il y a les rotations? Si je mets les molécules comme ça, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus de vide. C'est pour ça que la glace, comme on l'a vu dans les propriétés de l'eau, flotte sur l'eau liquide. Parce que l'eau liquide occupe moins de volume que la glace qui a plein de vide. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Et comment on peut caractériser un empilement comme ça, désordonné, aléatoire de sphères? Eh bien, ça veut dire que c'est un peu moins efficace que l'empilement cristallin, donc on a à peu près 64% de matière et 36% de vide. Alors, ces données vont nous permettre de passer d'une grandeur macroscopique, qui est la densité, à la taille qu'occupent les molécules dans l'espace. Alors, la relation, elle est simple, elle est là. Si vous prenez ce qu'on appelle la masse molaire d'une substance, si je divise par le nombre d'Avogadro, je vais trouver le nombre de molécules qui sont dans cette substance. Si je divise par la densité, sachant que la masse molaire est en grammes par mol et que la densité est en grammes par centimètre cube, pour garder les unités, eh bien, je vais obtenir le volume qu'occupe chaque élément, molécule de matière. Et si je multiplie par le facteur, je tiens compte qu'il y a 36% de vide dans tout empilement aléatoire de sphères, je peux égaler ça au volume qu'occupe donc ma matière. Et la relation, bon, il y a des constances de la nature ici qui se simplifient, le nombre pi, la constante d'Avogadro, on la met ici dans ce chiffre qui est là devant la racine cubique, et tout ce que vous avez besoin de connaître, si vous voulez la distance en nanomètres, vous devez connaître la masse molaire en Dalton et la densité en grammes par centimètre cube. Et à ce moment-là, vous savez quelle est la taille qu'occupe le volume, enfin le diamètre qu'occupe votre objet lorsqu'il est sous forme de molécules et non plus sous forme de substances que vous pouvez manipuler. Alors j'ai pris ici 3 exemples. L'eau, sa masse molaire, c'est 18 Dalton.
Sa densité, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc en fait, c'est facile, vous prenez la racine cubique de 18 et vous multipliez par le facteur 0,13, vous allez trouver que la molécule d'eau a un diamètre de 0,33 nanomètres, c'est-à-dire 0,3 milliardième de mètre à peu près. Donc comme je vous ai dit, c'est très petit, hein, c'est une des molécules les plus petites. Si je prends maintenant de l'huile, là j'ai pris de l'huile d'olive, je pourrais prendre n'importe quelle huile, hein. Là, sa masse molaire, c'est l'acide oléique, donc c'est 284,47 Dalton. Et la densité, c'est 0,9137 grammes par centimètre cube. J'injecte ici, je prends la racine cubique, je vais trouver 0,86 nanomètres de diamètre. C'est-à-dire, je vois que l'huile et les molécules d'huile sont beaucoup plus grosses que les molécules d'eau. Elles sont en diamètre, il y a un facteur 3. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de volume, la molécule d'huile occupe beaucoup plus de volume que la molécule d'eau. Un autre exemple, c'est le mercure liquide, qui possède une masse molaire de 259 Dalton pour une masse volumique de 13,6 grammes par centimètre cube. De nouveau, vous faites le rapport, vous multipliez par après la racine cubique, vous trouvez 0,31 nanomètres. Ce qu'on sait du mercure, c'est qu'il existe dans le liquide à l'état monoatomique. C'est un seul atome. Et donc, vous voyez que la molécule d'eau, elle a quasiment le diamètre d'un atome. C'est-à-dire, bien que ce soit une molécule, puisqu'elle est formée de 3 atomes, 2 hydrogènes, 1 oxygène, elle occupe quasiment elle a la même taille qu'un seul atome de mercure. Donc ça vous montre la petitesse, en fait, de cette molécule. Voilà, donc maintenant, je vous laisse vous amuser. Vous connaissez une substance, vous connaissez sa masse molaire, sa densité. Vous pouvez, comme ça, classer toutes les substances de la biologie ou de votre cuisine, moi j'en sais pas. Vous les classez par taille croissante ou décroissante des molécules constituantes. Donc vous voyez comment on passe d'une échelle macroscopique, qui est donnée par la densité ou la masse volumique, à une échelle moléculaire, nanométrique, par des relations géométriques qui sont toutes simples. L'autre chose qu'on peut affirmer pour conclure, c'est que bien sûr, là, on a considéré des empilements de molécules ou d'atomes. Mais qu'est-ce que c'est que l'atome lui-même? Eh bien, la physique nous apprend qu'un atome, c'est un noyau qui contient des protons et des neutrons, et autour de ce noyau, on va trouver ce qu'on appelle un nuage électronique, qui va définir en fait le volume de l'atome. Le volume est donné par le diamètre du nuage électronique. Et voilà ce que donnent les observations. Le noyau a un diamètre de 10-15 mètres, c'est-à-dire c'est très petit. L'atome, lui, a un diamètre, comme on l'a vu ici, d'à peu près 10-10 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a un facteur 10 puissance 5 entre la taille de l'atome et la taille de son noyau. D'autre part, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la masse d'un électron, c'est 1000 fois plus petit que la masse d'un proton et d'un neutron. C'est-à-dire que toute la masse qui caractérise l'atome est concentrée dans 10-15 mètres. Les électrons qui sont autour comptent en fait pour très peu. Et donc il suffit de faire tout simplement le rapport entre le diamètre du noyau et le diamètre de l'atome. On élève au cube parce que ce rapport il est dans 3 dimensions. Et on obtient le rapport en volume. Donc ça donne ce chiffre, c'est que l'atome est fait à 99, puis on va ajouter 13,9% de vide. Donc, nous avons du vide entre les empilements de molécules, que ce soit dans l'eau, ce qu'on appelle le vide moléculaire, mais nous avons aussi du vide atomique. C'est-à-dire que le vide est partout, et ça doit vous donner un petit peu l'idée de, plutôt que de regarder la matière, qu'est-ce qui se passe si on regarde le vide, qui est de loin le constituant majoritaire de ce qu'on appelle la matière. Quand je vous aurais dit que la physique qui s'occupe du vide, c'est la physique quantique, vous comprendrez l'utilité de faire de la physique quantique, parce qu'effectivement, en physique quantique, comme on le verra, le vide, ou l'éther, joue un rôle très important. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la notion de vide à ce niveau de l'application.